Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, nous allons parler de logiciel libre et de démocratie participative. Alors, tout a commencé lorsque j'ai été contacté par Sarah Krishen qui travaille chez Open Source Politics et qui m'a proposé de parler d'un logiciel qui s'appelle Decidim. Alors, en tant que libriste, Open Source Politics, ça m'intéressait. J'ai donc commencé à regarder le site de la société et le site du logiciel Decidim. Et ça m'a semblé passionnant et donc je lui ai proposé qu'on fasse une entrevue à ce sujet. Nous voici donc aujourd'hui avec Valentin Chaput, qui est un des fondateurs d'Open Source Politics. J'espère que tu vas bien, pour commencer. Je vais très bien, merci, et c'est un plaisir partagé d'être là. Merci pour l'invitation. Je te laisse la parole pour commencer par te présenter et nous dire un petit peu quel est ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler dans ce secteur maintenant. Très bien, bah oui, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc moi je m'appelle Valentin Chaput, j'ai 36 ans. J'ai un parcours plutôt côté politique, si on regarde le nom de notre entreprise Open Source Politics, puisque j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai travaillé dans des institutions locales, nationales, et j'ai décidé il y a maintenant 8 ans de sortir de ce monde-là, du monde politique classique, institutionnel classique. Et à l'époque, je me suis intéressé davantage au numérique, et j'ai essayé assez rapidement de faire le pont entre les deux. Donc j'ai fait une petite formation pour apprendre les bases, les rudiments du code et surtout la compréhension en fait de ce qui se passe derrière un logiciel. Et il se trouve que à travers cette formation, j'ai commencé à développer un projet qui était de pouvoir suivre l'écriture des lois en temps réel et y contribuer. Donc c'est un projet qui finalement ne s'est pas fait sous cette forme. D'autres ont essayé, ont fait des belles choses, notamment Regard Citoyen. À partir de là, en fait, ça m'a donné l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes qui étaient dans ce champ émergent qu'on appelait la civic tech, c'est-à-dire l'usage des technologies pour l'engagement civique citoyen, la démocratie, la participation démocratique et la transparence des institutions. Et donc de fil en aiguille, avec ceux qui j'avais le meilleur contact, on a en fait décidé de s'allier. On a créé à l'époque un meet-up en 2015 qui s'appelait déjà Open Source Politics. Et l'idée, c'était tout simplement d'accueillir tous les gens qui avaient des projets dans ce domaine-là et d'essayer de discuter, de tous collaborer autour de ça et de les médiatiser. Et nous, on avait un axe important qui était qu'on voulait travailler avec des logiciels libres parce que ça nous paraissait évident dans cet enjeu de collaboration entre nous, mais aussi plus largement dans un enjeu de transparence, puisque notre sujet était la vie politique, la vie publique. Ça nous paraissait complètement naturel que déjà, s'il y a un lien avec la prise de décision, il faut qu'on sache comment ça se passe. Donc, on avait vraiment une approche de pouvoir auditer du code. On voyait qu'il y avait d'autres logiciels qui commençaient à exister en France et ailleurs dans le monde. Et on se disait, puisque ça existe ailleurs, on va déjà essayer de s'en servir plutôt que de réinventer là. Et donc, on s'est orienté vers des logiciels libres. Il y en a eu plusieurs à travers le temps. Et en fait, le premier qu'on a utilisé, c'était Democracy OS, qui est un logiciel qui a été créé en Argentine entre 2012 et 2014. Donc, 2015-2016, on a commencé à s'en servir. Une première collectivité, qui était la mairie de Nanterre, nous a fait appel à nous, en fait, sous forme associative, donc pour essayer de les aider à déployer une plateforme. C'était l'Agora permanente de Nanterre, donc participer.nanterre.fr. À partir de cette expérience, on s'est aperçu que forcément, ça allait intéresser d'autres entités publiques notamment, et donc pour ne pas perdre notre énergie associative et militante, on a décidé avec donc 3 associés de monter une entreprise Open Source Politics et de rester impliqué, mais de laisser évidemment la gestion de l'association Democracy OS, qui a encore vécu pendant quelques années, à d'autres membres de l'association pour qu'il y ait bien une distinction entre une activité commerciale et une activité plus associative. Et nous, on a commencé à se consacrer donc au logiciel libre, au commun et à la démocratie. Ce qu'on appelle la civic tech, je suppose qu'au moment où tu commences à rentrer dans ce milieu-là, ça s'appelle pas encore la civic tech. C'est quoi un peu le panorama à l'époque ? Est-ce que c'est majoritairement des logiciels propriétaires ? Alors la civic tech, c'est un terme qui a été créé en 2013 aux États-Unis, mais à l'époque ça désignait
pas forcément que ça, puisque c'était pour eux un peu synonyme de tout ce qui était les plateformes coopératives. Et donc, dans les premières cartographies de Civic Tech qui sortent dans des études, ils mettent Airbnb et Uber dedans, parce que du coup, c'est la désintermédiation. Et donc, ça permet aux gens de s'organiser pour prendre un taxi, pour réserver une chambre. Et donc, évidemment, c'est pas du tout ça qu'on a voulu faire. Et donc, après, il y a eu une définition autour de 2015-2016, au moment où nous, on a commencé à parler de ce sujet-là et un peu l'importer en France avec d'autres. On s'est orienté davantage sur, d'une part, tout ce qui relève du gouvernement ouvert, l'open government. Donc là, il y a aussi tout un champ bien précis. Et finalement, c'est un volet sur lequel se sont construits la plupart des entreprises qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire des outils qui sont utilisés par les gouvernements, qui les achètent et qui ensuite les déploient pour l'interaction avec les citoyens. Puis il y a un autre volet qui est plutôt de l'organisation aussi, plus civique, citoyenne, par définition, et un petit peu, peut-être un peu plus militante aussi. Et nous, on a essayé de toujours de trouver un équilibre entre les deux, et donc de garder un pied dans la société civile et en même temps d'être un fournisseur un prestataire de services pour notamment des institutions publiques. En fait, avant l'élection présidentielle de 2017, il y a une montée assez simultanée de beaucoup de solutions. Je pense que ça répondait aussi à des enjeux déjà de maturité technique. Il faut se rappeler qu'on était juste avant et pendant le Brexit, l'élection de Trump, Cambridge Analytica, donc on n'avait pas encore une vision trop négative des réseaux sociaux, de ce qu'ils apportaient, et on commençait à, au contraire, prendre du recul. On avait un peu cette idée que l'avenir, c'était les entrepreneurs tech. Il y avait une vision assez solutionniste chez beaucoup de gens. Et nous, en fait, et notamment moi, à travers mon expérience passée dans des collectivités territoriales, et moi j'ai notamment beaucoup travaillé à Aubervilliers, qui est la ville où il y a le moins de gens qui votent, pour plein de raisons. Du coup, je savais que ça servait à rien d'avoir un nouveau gadget technologique. Il valait mieux s'attaquer au cœur du problème de la participation et se dire que des outils numériques allaient être un relais, un outil supplémentaire dans une palette plus large pour essayer d'associer les citoyens. Et donc, en France, il commençait à y avoir effectivement un certain nombre de solutions, alors qui ont pu faire plein de choses différentes. Il y avait des projets, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler de Jean Massier avec son émission Backseat, qui est sur Twitch et qui a politisé finalement, enfin qui a fait des émissions d'explications politiques sur YouTube et Twitch. C'est le moment où il a commencé à le faire. Il y a une association Démocratie Ouverte qui s'est structurée aussi à ce moment-là et qui a associé beaucoup d'acteurs de la participation citoyenne et notamment numérique. Et puis donc il y a une série de plateformes qui ont commencé à émerger. La plupart étaient propriétaires. Et nous, on est arrivé dans cet écosystème-là en disant que ça ne pouvait pas être comme ça que ça se passait. Et on s'est associé avec d'autres acteurs, avec Innocube, qui est un cabinet qui travaille sur, je crois qu'il est déjà intervenu dans le podcast, Benjamin Jean. Ouais, Benjamin. Avec Regard Citoyen, avec quelques personnes qui étaient chez Etalab. Et en fait, on s'est dit que on avait envie de montrer qu'il y avait une autre scène autour du logiciel libre. Et puis voilà, on a construit petit à petit nos outils en réadaptant ce qui avait été fait en Argentine avec Démocratie OS, à Taïwan avec GovZero et toute l'organisation d'Audrey Tang, qui est un personnage assez intéressant aussi à étudier, qui est ministre du numérique, et qui a commencé par faire des hackathons citoyens. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de reproduire en France en 2016-2017. Et de fil en aiguille, à mesure que nous, on cherchait des outils qui commençaient à les vendre à des institutions et d'autres organisations, on s'est rapproché de ce qui était fait en Espagne, avec d'abord Madrid, puis Barcelone, et puis c'est ce qui nous a mis sur la voie de Decidim. Et donc toujours avec de libre et de participation citoyenne. Est-ce que tu peux juste me dire un petit peu sur cette communauté sur laquelle vous travaillez, un peu Civic Tech ou OpenGov? Comment elle est structurée? Est-ce qu'il y a des rassemblements comme par exemple, je sais pas, pour le logiciel libre de manière générale, on a des rassemblements comme le FOSDEM ou des salons. Comment ça se passe en fait? Comment vous insérez dans tout ça, vous? D'une certaine manière, c'est peut-être un peu l'âge avançant, une remarque déjà de vieux, mais il y avait une ébullition évidente il y a 7-8 ans, à nouveau autour de la préparation de l'élection de 2017, des élections de 2017. C'est le moment de la primaire.org, de Ma Voix, donc des mouvements qui essayent de changer les règles du jeu avec des outils numériques. À ce moment-là, commencent à émerger quelques acteurs économiques, dont Open Source Politics, mais il y a encore beaucoup de militants finalement, et donc de pionniers autour de solutions. Forcément, il y a un peu un constat qu'on a fait quelques années après. Ceux qui ont survécu 3-4 ans après, c'est parce qu'ils se sont constitués en entreprise, ils ont créé un modèle économique, et les autres ont fini par s'essouffler, à quelques exceptions près.
Mais donc voilà, il y a une professionnalisation de cette scène-là. Et finalement, il n'y a jamais vraiment eu de second souffle aussi fort que ce qu'on a connu à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, il y a toujours quelques initiatives qui émergent de temps en temps. Donc là, par exemple, dans le dernier cycle électoral, ce qui avait pu émerger, qui relève de la Civic Tech, c'est l'application Elise, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permettait de comparer des programmes de manière assez ludique sur une application. Quelques défauts, mais voilà, avec un certain retentissement médiatique. Mais il n'y a pas eu un mouvement aussi fort avec des dizaines de projets, des centaines de personnes qui participaient à des hackathons tous les 2 mois. C'est ce qu'on a organisé en 2016. Voilà, cette émulation-là a peut-être un peu disparu. On retrouve un peu la logique de la Civic Tech dans des démarches open data. On peut d'une certaine manière dire que moi je rattacherais bien tout ce qui a été fait pendant le Covid avec les Covid trackers et compagnie, qui étaient du coup des citoyens qui s'organisent pour utiliser de la donnée publique et apporter un service nouveau. Pour moi, c'est un peu de la civic tech aussi, c'est-à-dire que il y a une finalité qui est destinée aux citoyens et il y a cette idée que la technologie libre peut permettre voilà un peu cette encapacitation, cette montée en compétences et ce partage d'informations plus large. Et donc il n'y a pas forcément énormément de rassemblements. Alors ce qui existe, et je les ai déjà cités, c'est Démocratie ouverte, qui est un peu une association qui fédère une partie de cet écosystème. Nous, on a été parfois un peu critiques par le passé parce que justement, ils n'avaient pas cette dimension open source qui était dans leur fondement. Mais progressivement, ils se sont aussi transformés sur le sujet. Ils continuent d'organiser un certain nombre d'événements. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une ébullition énorme autour du sujet, comme on a pu avoir Nuit debout et beaucoup d'autres mouvements qui ont construit et constitué aussi un peu cet écosystème à nouveau il y a 7-8. Si maintenant on commence à parler de Decidim, et on parlera après d'open source politique justement pour voir comment vous insérez là-dedans, comment vous contribuez, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de Decidim? Quel environnement politique permet l'émergence de solutions comme Decidim? D'une certaine manière, tout cet environnement, même s'il y a déjà eu des solutions avant, mais tout cet environnement naît aussi un peu de l'année 2011 avec les printemps arabes, les mouvements Occupy et dans le cadre de l'Espagne, les indignés, ce qu'ils appellent le 15e, le 15 mai. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette génération qui s'est mobilisée en 2011 en Espagne, en fait est arrivée à maturité quelques années après. Et en 2015, aux élections locales, des coalitions citoyennes, qui étaient le plus souvent soutenues par Podemos, mais dans le cas de Barcelone, par exemple, c'était quand même indépendant ont remporté la quasi-totalité des grandes villes espagnoles aux élections municipales. Donc Madrid, La Corogne, Valence, Barcelone. Dans ces mouvements-là, il y avait beaucoup de militants du logiciel libre qui cherchaient un peu comment renouveler la démocratie à travers le numérique. Donc il y a une première consolidation qui se fait autour de la mairie de Madrid, qui ouvre un lieu qui s'appelle le Media Lab Prado, qui constitue une équipe et qui crée une plateforme qui s'appelle Consul. Et cette plateforme, sa déclinaison première, c'est décider.madrid.es. Et à partir de cette plateforme, une petite communauté se crée, et avant tout dans le monde hispanophone. Et l'idée, c'est que puisque tout le monde a le même besoin au même moment, l'investissement de Madrid va bénéficier à tous les autres. Donc c'est vraiment une logique de mutualisation qui est très forte. Nous, on a commencé à utiliser Consul en 2016-2017 en France pour des budgets participatifs avec quelques collectivités, des bailleurs sociaux, etc. Et puis assez vite, donc Barcelone essaye de contribuer aussi à Consul. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas d'accord parce qu'évidemment ils ont des feuilles de route qui divergent, et comme Madrid assure l'essentiel de la gestion du projet, ils acceptent pas trop qu'il y ait une voie divergente. En plus, il y avait des relations déjà à l'époque, et c'est toujours un peu compliqué, mais déjà à l'époque c'était quand même assez chaud entre la Catalogne et le gouvernement central, Madrid. Et donc Barcelone décide de lancer son propre projet, Decidim, qui veut dire nous décidons en catalan, sur une logique un petit peu différente. Donc là où Consul est un logiciel finalement là aussi assez centralisé, c'est-à-dire qu'on peut faire une démarche de budget participatif et un appel à idées, et etc. Et donc c'est assez simple, mais ça inclut aussi beaucoup de paramètres qui sont propres au cahier des charges de Madrid. Decidim va faire complètement un système modulaire. Donc dès le départ, c'est un jeu de construction. On peut créer autant d'espaces qu'on veut. On peut faire 15 budgets participatifs en parallèle si on veut. On est libre d'avoir plusieurs zones géographiques sur une même plateforme qui cohabitent. Et donc il y a une certaine abstraction dans le logiciel Decidim
qui est une de ses forces. Parfois aussi, ça entraîne un peu de complexité, mais c'est un des enjeux importants. Et très vite, c'est aussi la logique catalane. Leur enjeu, c'est que la plateforme puisse servir non seulement à Barcelone, mais aussi à l'organisation des quartiers de Barcelone, mais aussi aux villes de la communauté autour de Barcelone, mais aussi aux départements, etc., etc. Donc il y a cette logique très très modulaire. Et ce qu'ils se disent à Barcelone, c'est que c'est important pour eux de ne pas avoir justement quelque chose de trop monolithique. Et ça se retranscrit dans le fait que dès le départ, il y a une communauté d'acteurs autour de Decidim. Donc d'abord, il y a évidemment des agents qui sont intégrés à la mairie de Barcelone, qui vont lancer le projet avec un soutien fort des élus. Il y a une communauté académique, universitaire très forte dès le début de Barcelone, et donc les universités locales en sciences politiques et tout ça, tout de suite contribuent et sont associés à la conception de Decidim, parce qu'il y a un fond politique très très fort aussi derrière Decidim. Ça, on va y revenir avec le contrat social, avec etc., tout ce qui a pu être rédigé autour. Mais pour rester sur vraiment cette communauté qui fonde Decidim, ils ont aussi la décision de ne pas le développer en interne, sans doute ils ne pouvaient pas le faire, de ne pas dépendre d'un prestataire technique, et donc de ne pas aller chercher un gros cabinet, une grosse agence qui va tout développer, mais ils s'appuient sur plusieurs prestataires dans le cadre d'un marché public multi-attributaire, plusieurs lots, et il y en a qui sont chargés de la maintenance du cœur de Decidim, d'autres qui vont développer certaines fonctionnalités, d'autres qui vont travailler sur le design, etc. Et donc, il y a dès le départ plusieurs acteurs économiques, plusieurs acteurs publics et universitaires, et puis, comme c'était évidemment un mouvement politique derrière, des associations et des citoyens impliqués qui participent à la gouvernance. Donc dès le départ, c'était fait pour être un outil collaboratif, et c'était imposé finalement par l'architecture initiale du projet. Et donc très vite, c'est une communauté qui arrive à sortir quelque chose de terre rapidement, et à progressivement s'ouvrir à d'autres. D'abord d'autres instances en Catalogne, et puis en fait, nous, assez rapidement, on les repère, notamment à travers Francesca Bria, qui est intervenue, qui a été pendant quelques années à Barcelone et qui a conçu toute leur stratégie d'ouverture des données, de politique autour du numérique. Ça a été bien au-delà des outils, et donc avec un positionnement intellectuel fort. Et comme elle était amenée à faire beaucoup de conférences, on l'avait rencontrée dans une conférence en France, et on a entendu parler de Decidim comme ça, et puis au moment où on commençait à être confronté un peu aux limites de Consul, qui était un peu trop centralisé, pas assez facile à adapter, on tombe sur Decidim et on s'aperçoit qu'en fait Decidim rassemble un peu toute l'équation qu'on essaye de résoudre depuis la version de Démocratie OS à Nanterre, c'est-à-dire voilà, un logiciel et une communauté qui avancent et qui s'ouvrent et qui sont dynamiques, sont soutenus par de l'argent public, donc il y a une certaine pérennité du logiciel qui est assurée. Et à nouveau, ça va très très vite, notamment au début, les premières versions de Decidim, voilà, c'est tous les mois, tous les 2 mois, il y a des choses vraiment fondamentales qui sont rajoutées. Et nous, on s'intègre là-dedans dès 2017. On est probablement le premier acteur hors de Catalogne à rentrer dans la communauté Decidim. Et puis, voilà, après, on peut raconter la suite de l'histoire, mais si on revient vraiment à la création de Decidim, il y a cette volonté politique très forte, et qui a été documenté, c'est-à-dire qu'il y a un livre blanc qui détaille pourquoi Decidim a été construit, qu'est-ce que ça doit faire, quelle vision de la démocratie participative ça sert. Et de la même manière, il y a un contrat social, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup été discuté, qui définit quels sont les bons usages de Decidim. Et donc évidemment, c'est un logiciel libre, n'importe qui peut l'utiliser, l'adapter. Du coup, dans le cœur du logiciel, il y a un certain nombre de principes, notamment autour de la protection des données personnelles, du caractère un peu inaltérable de la participation citoyenne. On ne peut pas censurer des contenus sur Decidim, on ne peut pas réécrire certaines choses, on ne peut pas écrire les propositions ou les réécrire ou les corriger à la place des citoyens, etc., etc. Donc là où d'autres logiciels vont être plus permissifs pour les administrateurs, peut-être plus pratiques aussi pour les administrateurs qui sont nos clients finaux, Decidim inclut, et notamment au départ, c'était assez rigide, un certain nombre de principes auxquels on ne peut pas déroger, et qui définissent vraiment une vision politique et philosophique de qu'ils ont appelé la technopolitique, c'est-à-dire un usage critique et très stratégique des outils numériques. Aujourd'hui, quelles sont les grandes fonctionnalités de Decidim ? Alors Decidim, donc c'est un outil qui se construit avec des espaces et des fonctionnalités. Donc en fait, les espaces, c'est vos grandes démarches participatives. Et donc, il y a des démarches qui vont être
ce qu'on appelle des concertations, c'est-à-dire que ça va suivre un calendrier. On va créer un espace et dire, dans ma ville, j'ai un budget participatif, de telle date à telle date, les gens mettent des idées, de telle date à telle date, l'administration les évalue, de telle date à telle date, on vote, de telle date à telle date, on les met en place. Mais une autre démarche, ça peut être simplement un questionnaire. Et donc, dans mon organisation, de telle date à telle date, j'ouvre un questionnaire, de telle date à telle date, je publie les résultats. Donc, il y a vraiment cette idée de temporalité. Et donc, de démarche descendante. On a un autre type d'espace qui s'appelle les assemblées, qui là sont plutôt des espaces horizontaux d'organisation. Donc, typiquement, c'est des conseils de quartier, c'est des groupes de travail, où là, d'un seul coup, on va pouvoir faire appel aux mêmes fonctionnalités, je vais y revenir, mais il n'y a pas de calendrier précis défini par une autorité qui dit c'est de telle date à telle date qu'on fait quelque chose. Là, c'est un peu en continu. Quand on a besoin d'avoir un agenda, l'agenda il peut courir sur des années. Et enfin, il y a un autre espace important qui est celui des initiatives, qui en fait sont des pétitions. Donc là, c'est un espace ascendant, c'est-à-dire que les règles du jeu sont fixées, mais ensuite c'est les contributions des citoyens et le recueil de signatures qui vont faire que ces propositions sont discutées plus loin. Et donc, alors il y a 2-3 autres petits types d'espaces, mais les principaux c'est vraiment ceux-là. Et à l'intérieur de ces espaces, on va pouvoir faire appel à des fonctionnalités. C'est là la force, la richesse de Decidim, c'est que on peut là aussi les combiner comme on veut. Et donc ces fonctionnalités, il y a des propositions, donc on peut faire un appel à idées, mais évidemment on peut le moduler, donc on peut décider qu'il y a des votes, on peut décider que les propositions sont géolocalisées ou pas, on peut décider d'associer des catégories ou des documents joints à nos propositions. On peut décider que les propositions sont uniquement proposées par les administrateurs et que les participants sont juste là pour les commenter, les prioriser. On peut mélanger tout ça. Et puis on peut avoir des propositions à un stade 1, puis on en sélectionne que 10% à un stade 2, par un vote ou par une évaluation technique, etc. Donc des propositions, et on peut tordre ça dans tous les sens. On a ensuite des questionnaires, donc ça permet de faire toute une palette de questionnaires, choix simples, multiples, des matrices, etc., etc. On a des votes, notamment orientés vers les budgets participatifs. Donc là, on a une enveloppe et on dit j'ai 500 000 euros sur ma commune qui vont être attribués par un budget participatif et les gens peuvent voter pour 5 projets parmi la liste. Il y a toutes les méthodes de vote autour de ça. On va avoir des modalités d'agenda de rencontre et avec cette logique que la participation justement se fait en ligne mais aussi hors ligne. Donc on va annoncer des rencontres et notamment au départ on n'avait pas encore toutes les visios, etc. C'était vraiment des ateliers physiques. Puis on va venir restituer ces ateliers et en faire des contributions sur la plateforme qui elles-mêmes vont pouvoir être commentées, enrichir l'agenda du prochain atelier. Et donc il y a toute cette logique-là. Et puis ensuite il y a d'autres fonctionnalités qui sont plutôt de l'ordre des pages de documentation, un module qui est important, qui est un module de suivi des réalisations. Donc ça a notamment été le premier usage de Barcelone, ça a été de construire un plan d'action municipal. C'est-à-dire qu'ils ont eu 10 000 propositions qui sont arrivées sur leur plateforme et ils ont eu ensuite une évaluation de ce qui était faisable ou pas, etc. Et puis ils les ont petit à petit mis en place. Et au bout de 3 ans, en 2019, à la fin de leur mandat, ils ont pu justifier que 90% de ce qui avait été discuté sur la plateforme avait été mis en place. Donc c'est un cas d'usage très 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 fort. Et donc ils ont ce module qui permet de visualiser par grand thème, par grand quartier, qu'est-ce qui a été fait, à quel degré ça a été terminé, quelles ont été les étapes successives de réalisation. Voilà, vraiment tout ça, c'est aussi parmi les forces de Decidim. Et donc tous ces modules, on peut les utiliser un peu comme on veut. On peut les utiliser dans des espaces privés où il y a seulement certains utilisateurs qui ont accès, ou dans des espaces publics ouverts à tous. Et donc il y a une certaine souplesse dans l'organisation. Ce qui fait qu'on peut avoir aussi bien des plateformes mono-démarches avec juste un questionnaire, une enquête pendant 3 mois, ou alors des démarches avec 5 thèmes en parallèle, simultanés, puis 3 mois plus tard, un budget participatif, puis des pétitions, puis etc. C'est ça, Decidim, mais c'est ça ce que ça permet de faire. C'est donc un logiciel qui s'installe, qui est adapté pour du mobile, etc. et qui dispose ensuite d'une API, d'un certain nombre de données ouvertes. Donc, à nouveau, c'est donc assez puissant. Et ça permet de concevoir beaucoup de démarches. Souvent, ce qu'on dit quand on accompagne des nouveaux utilisateurs, c'est on essaie de comprendre ce qu'ils veulent faire et ensuite, il y a parfois plusieurs manières de le faire dans Decidim. Donc, on essaie de trouver la meilleure. C'est un logiciel dont la vocation, c'est quelque part l'action publique. Ouais. Et pourtant, en fait, quand t'en parles, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est utilisé dans le privé ? Je pense typiquement, par exemple, ça pourrait être utilisé dans des sociétés, dans des syndicats, des trucs comme ça. Alors, ça a été majoritairement utilisé dans le public et il y a quelques
de choix d'architecture et de fonctionnalité qui traduisent aussi cette origine-là dans le rapport d'une institution à ses citoyens. Alors que dans le privé et l'associatif, on l'a évidemment déjà expérimenté. On avait notamment fait des projets très intéressants avec Emmaüs, avec des entreprises, EDF, Decathlon, enfin quelques-unes. Ce qu'on a observé, c'est que très souvent, les organisations ont des besoins un peu plus poussés de contrôle, d'une certaine manière, des droits d'accès, etc. Et vont plutôt chercher soit de l'ordre de l'intranet, ce que Decidim ne peut pas complètement faire parce qu'on n'a pas non plus un annuaire de tous les utilisateurs en fonction de quels services ils sont dans l'entreprise, etc. De l'autre côté, ça ne permet pas non plus de faire une organisation horizontale. Et donc ça, on en a parlé parce que notamment, il y a des projets de logiciels libres qui étaient venus nous voir en disant « Bon, on a trouvé Decidim, on aimerait bien l'utiliser. » Et en fait, après une petite discussion avec eux, on s'est aperçu que c'était pas l'outil qu'il leur fallait. Qu'il fallait plutôt aller regarder du côté de Loomio ou d'autres outils qui sont adaptés à des plus petites communautés, mais où chacun a tous les droits, ou a des droits beaucoup plus partagés. Là où Decidim, ça reste quand même très hiérarchique. Il y a des administrateurs d'espace, ça doit respecter un certain calendrier ou un certain enchaînement de fonctionnalités, etc. C'est quand même un outil qui est conçu pour des institutions. Il est totalement utilisable dans des structures privées ou associatives, mais il est parfois un peu trop rigide pour ses besoins. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui existent et qui font des choses différentes. Et donc voilà, je pense que c'est mieux que Decidim marche très bien pour quelque chose, plutôt que parfois il se disperse. On a eu cette tentation à certains moments de développer des fonctionnalités en plus, mais on s'apercevait qu'en fait ça allait dénaturer Decidim. Là, j'ai une question qui est quelque chose que je dirais qui est assez d'actualité dans le logiciel libre. Je voudrais qu'on parle de la gouvernance de Decidim, et en particulier, comment est gérée la feuille de route du logiciel et qu'est-ce qui est fait pour être sûr que ce logiciel restera toujours un logiciel libre? Alors là, on va reprendre l'histoire là où je l'avais laissé, c'est-à-dire du coup 2016-2017, le logiciel commence à se déployer, commence à être repéré et utilisé d'abord dans le monde francophone par nous et puis ensuite ailleurs en Europe et dans le monde. Arrive 2019, qui était une échéance électorale à Barcelone, c'était donc la remise en cause du mandat d'Ada Colau et donc de toute sa coalition. Et en fait, la décision qui est faite à ce moment-là, pour assurer la pérennité du logiciel, en tout cas une première phase, ça a été de sortir le projet de la mairie. Une association Decidim s'est créée avec des permanents qui travaillaient évidemment toujours en lien avec la mairie. Mais la mairie de Barcelone a assuré un financement pluriannuel de cette association et la sortie de son organigramme administratif pour éviter qu'en cas de défaite électorale, les successeurs décident de tout couper. C'est un peu ce qui s'est passé à Madrid avec Consul. Comme je le disais, le projet était vraiment internalisé. Eux, en 2019, ont perdu. Une grande partie des moyens ont été coupés et Consul n'a revécu que via sa communauté et via une association qui s'est constituée ensuite aux Pays-Bas et qui n'a pas la même force que Decidim. Ça a mis un peu un coup d'arrêt quand même au logiciel. Alors que Decidim, grâce à ça, a pu continuer à se déployer. Il a fallu définir évidemment une nouvelle gouvernance autour du projet. Et donc, tout se passe sur une instance Decidim, puisque le monde est bien fait, on utilise notre propre outil. Donc il y a une instance qui s'appelle meta.decidim.org, sur laquelle on va retrouver à la fois ce qui est de l'ordre de la gouvernance un peu statutaire du projet, et un embryon de feuille de route, ou en tout cas la porte d'entrée de la feuille de route technique du logiciel. Donc pour le volet gouvernance, l'association a un CA qui est élu parmi les membres, etc., etc. Il y a un certain nombre d'évolutions de textes un peu importants de l'association qui sont mis sur la plateforme, discutés. Il y a aussi une petite fonction d'édition collaborative de textes sur Decidim. Donc, en ce moment, il se trouve que il y a un certain nombre d'événements autour de la communauté Decidim, donc justement il y a des textes en discussion sur la plateforme et donc chacun peut venir y apporter sa pierre à l'édifice. C'est international? Comment sont définis par exemple les membres du CA? Voilà, donc en fait ça s'est progressivement internationalisé. Au départ c'était très catalano-catalan. Assez vite ils ont compris qu'il fallait quand même mettre de l'anglais dans toutes leurs discussions. Désormais il y a aussi dans la dernière version du CA, il y a aussi des membres de la communauté internationale qui sont là. Par contre, les membres de la communauté Decidim, à date, sont des personnes physiques. Et donc, on a une personne d'Open Source Politics qui est dans le CA de l'association Decidim, mais c'est pas Open Source Politics qui est dans l'association. Nous, on est plutôt partenaire de l'association, et on va y revenir après, mais du coup, on participe à son financement aussi. Et donc, cette gouvernance passe par
par un certain nombre de temps forts de gouvernance, comme dans toute association, et tout est transparent et documenté sur la plateforme. Donc ça, c'est pour le volet vraiment gouvernance du projet, assurer sa pérennité, ses moyens de développement, etc. Et puis à côté de ça, il y a la feuille de route technique. Là, la plateforme Decidim permet à n'importe qui de venir déclarer des propositions de fonctionnalités. Et donc on va dire, là je trouve que ça ne marche pas, il faudrait faire ça comme ça, ou alors j'ai tel besoin, mais j'ai pas de financement, ou alors au contraire, telle institution nous a demandé de développer telle fonctionnalité. Et là, du coup, l'association Decidim a un rôle de définition de ce qui va rentrer dans le cœur du logiciel et de ce qui doit être développé comme un module externe. Et donc ça, c'est assez fondamental parce qu'évidemment, ce qui rentre dans le cœur ensuite est maintenu par l'association et ses prestataires, là où les modules doivent être maintenus par la communauté. Et donc, si on va sur decidim.org, on a la liste de toutes les fonctionnalités officielles et de tous les modules un petit peu acceptés par la communauté, mais gérés comme des modules externes. Cette feuille de route, elle est révisée régulièrement. Je crois que récemment, parce qu'évidemment ensuite tout se déplace sur Git et des logiciels plus techniques. Je crois que récemment ils se sont aperçus que il y avait à nouveau un peu trop de lourdeur dans le fonctionnement de Decidim pour vraiment permettre une feuille de route très collaborative, etc. Donc je crois que c'est des choses qui sont encore en train un peu d'évoluer. Mais jusque-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste la mairie de Barcelone qui a assuré l'essentiel du financement, au moins de ce volet communautaire, gouvernance, etc. Et depuis cette année, il y a une réflexion sur comment ça dépasse Barcelone. Ça ne dépend plus de Barcelone parce que là, pour le coup, aux prochaines élections, de fortes chances qu'il y ait une autre majorité politique qui émerge. Et du coup, il y a la volonté aussi d'avoir une pérennité dans le temps plus forte. Et l'association, qui a été pendant très longtemps composée de 2 membres et quelques bénévoles, s'aperçoit qu'aujourd'hui, le projet est devenu trop gros pour que ça suffise. Et donc, il faut aller chercher des financements. Et il y a justement des débats en ce moment sur quel est le bon ratio de financement entre du public, du privé, du philanthropique. Et donc c'est intéressant. Mais donc tout ça se passe, discussion comme feuille de route, sur une instance dédiée de Decidim. Et il y a un événement annuel qui a donc lieu en général vers la mi-octobre chaque année et qui réunit tout le monde à Barcelone, qui s'appelle donc le Decidim Fest. 2 choses. La première j'aimerais que tu développes un peu, tu as dit que donc vous avez une personne morale qui est au CA et que vous, ensuite, vous êtes partenaire derrière et que vous financez. Donc ça, j'aimerais bien que tu en parles. Et la deuxième question aussi que j'ai, avant que j'oublie, c'est est-ce que des initiatives européennes comme Next Generation Internet, NLNet, etc. pourraient être des pistes de financement aussi? Alors donc, l'association Decidim, à nouveau, la gouvernance, c'est personne physique. Donc c'est, en l'occurrence, nous, c'est une membre de l'équipe qui est dans le CA. Mais en dehors de ça, les personnes morales, comme Open Source Politics et d'autres entreprises, parce que maintenant il y a des équivalents d'Open Source Politics, il y en a quelques autres ailleurs dans le monde. L'association voulait pas forcément entendre parler des prestataires privés autour du logiciel, ou en tout cas ne faisait rien pour qu'on puisse participer activement à la gouvernance et finalement au financement du projet. Donc il y avait évidemment, on avait un rôle de prestataire technique, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et ça a un petit peu changé depuis un an et demi. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est l'idée que pour être un partenaire officiel du projet Decidim, il faut s'engager à reverser une partie de son chiffre d'affaires généré avec Decidim. Et donc ça, je trouve que c'est compliqué parce que Decidim est seulement en train d'être labellisé pour être donc reconnu d'utilité publique et permettre, notamment dans le cadre légal français, à une entreprise comme Open Source Politics de lui reverser du don, de mécénat, etc. Et donc en attendant, on facture des missions à l'association Decidim pour assurer ce financement d'un montant qui correspond en l'occurrence à peu près 3% du chiffre d'affaires généré avec Decidim. Open Source Politics, c'est la plus grande entreprise dans la communauté Decidim, donc c'est nous qui avons la plus forte quote-part, mais c'est quelque chose auquel se sont engagées aussi les autres entreprises qui existent en Suisse, en Autriche, en Finlande, aux États-Unis, au Japon, ailleurs. Voilà, ce financement, il se fait bien par les personnes morales, alors que la gouvernance est plutôt côté personnes physiques. Sur le deuxième volet, effectivement, pour l'instant, le financement s'est fait donc en grande partie pour les jalons importants de la feuille de route par la mairie de Barcelone, à travers plusieurs appels successifs, et plus indirectement par les autres acteurs, les autres institutions utilisatrices. Donc il y a aujourd'hui quasiment 500 organisations dans le monde qui utilisent Decidim, et certaines d'entre elles ont commencé à financer des développements.
Donc certains des développements sont très spécifiques à leur cas d'usage. En France, nous, évidemment, on peut penser à des gens qui ont voulu raccorder France Connect à Decidim ou des choses comme ça. Donc ça encore, c'est un peu intermédiaire puisque ça peut intéresser plusieurs entités. On a évidemment des développements qui ont été payés par des institutions, et notamment Decidim a été utilisé entre 2020 et 2022, il va être à nouveau utilisé bientôt par la Commission européenne. Et donc, il y a eu beaucoup de développements qui ont été financés par la Commission européenne. Notamment, l'accessibilité du logiciel a été sensiblement améliorée par ce biais-là. La gestion des événements, et notamment des événements en ligne, parce que ça tombait pendant le Covid, a été en grande partie financée par la Commission européenne. La manière de gérer les traductions automatiques, c'est aussi un besoin qui venait de la Commission européenne. Ça, c'était vraiment pour répondre à un cahier des charges très précis d'un client. Et pour ce qui est des financements et des appels à projets ou appels à fonds type Next Generation Europe et d'autres, ou Internet de la Commission. Pour l'instant, ça n'a pas fait l'objet de financement conséquent à ma connaissance, mais c'est quelque chose qui est en cours d'étude. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens de NGI il y a pas très longtemps qui posaient des questions sur comment soutenir Decidim. Et c'est vrai que depuis un an et demi, il y a cette question qui est un peu plus prégnante dans la communauté de comment on assure la pérennité du logiciel, non plus sur les 12 prochains mois, mais vraiment sur les 10 prochaines années, et comment on s'assure que ça se développe et qu'il y ait des règles claires pour les membres, qu'il n'y ait pas de cavaliers passagers clandestins dans l'organisation, etc., etc. Enfin voilà, il y a vraiment cet enjeu-là qui devient de plus en plus fort. Pour l'instant, permet de dessiner quand même des moyens supplémentaires, donc c'est ça qui est positif. Qui sont les utilisateurs de Decidim en fait? En gros, est-ce qu'il y a, tu parlais de la Commission européenne, etc. Qui actuellement, un peu connu, utilise Decidim pour que les gens qui, comme moi, connaissent pas, se rendent une idée de l'adoption en fait du logiciel? Donc, les utilisateurs payants de Decidim, c'est beaucoup des institutions. Et donc, si on donne des exemples parlants, il y a donc effectivement la Commission européenne qui a lancé des démarches autour de Decidim. Nous, on travaille par exemple avec l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil économique et social et environnemental. Si vous voulez déposer une pétition officiellement auprès de ces institutions, c'est des plateformes Decidim qu'on a adaptées pour l'occasion. Comme c'est des pétitions, c'est un usage un peu plus répandu. On parle quand même des instances de Decidim avec le plus d'utilisateurs dans le monde. On est à plus de 500 000 personnes qui ont signé des pétitions au Sénat, par exemple. Et donc, je pense que toutes ces institutions réunies, on doit être pas loin d'1 million de personnes en France qui ont... Alors, il faut être en France parce qu'il faut avoir un compte France Connect, en l'occurrence, pour ces plateformes. Pas loin d'1 million de signatures sur des pétitions qui étaient sur des plateformes Decidim, ce qui est pas forcément très visible, mais voilà. Et puis, du coup, il y a des institutions après de toutes les tailles. Nous, on travaille avec des villes de 20 000 habitants, des grandes métropoles, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, La Melle, Lille, Angers, Nancy. Voilà, il y a un certain nombre de collectivités, départements, Loire-Atlantique, Loiret, Touraine. Il y en a un certain nombre qui utilisent des plateformes Decidim. Alors à chaque fois, c'est de la marque blanche, donc c'est pas forcément toujours visible, mais c'est vraiment un usage pour des collectivités territoriales. Ça a été utilisé au niveau national par le ministère de l'Éducation nationale pour des consultations, qui étaient plutôt des consultations destinées à la communauté enseignante. Et là, par exemple, en ce moment, avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on a une démarche destinée vers autour des contrats de ville, donc qui définissent la politique de la ville. À travers les relais des préfectures, des habitants de ces quartiers politiques de la ville peuvent s'exprimer sur le devenir de ces... Et donc c'est utilisé un peu à toutes les échelles. Et ailleurs dans le monde, la mairie d'Helsinki, de Genève, et au Japon, la ville de New York, avec qui on travaille aussi sur un budget participatif, utilise Decidim pour ces démarches. Et ensuite, il y a quelques usages qui sont plutôt donc dans des coopératives, ou je sais qu'en Espagne, il y a une coopérative, un peu le Enercop espagnol, utilise Decidim pour aussi bien, enfin tous ses membres en fait, tous ses sociétaires qui sont aussi ses clients. Mais c'est très majoritairement des acteurs publics, et donc c'est vraiment de toutes les tailles. Peut-être que les auditeurs et auditrices ont déjà en fait vu et utilisé des plateformes Decidim sans trop le savoir. Tu as cité beaucoup d'institutions françaises. Je me demandais si ces financements faisaient, s'il y avait un club d'utilisateurs ou un club qui permettait le cofinancement, comme c'est peut être le cas pour d'autres logiciels libres, entre toutes ces institutions en fait, qu'elles se mettent ensemble pour décider de financer telle ou telle fonctionnalité à travers vous, par exemple. Exactement. Donc ça, c'est notre ambition depuis le premier jour. Ça a souvent été assez compliqué à mettre en place.
Mais on a réussi sur des petites choses, pour l'instant, à le faire. Je parle du cofinancement d'abord. Là, on est en train de le faire parce qu'on s'aperçoit qu'on a une dizaine de clients qui ont vraiment des besoins très très similaires. Et donc, on est en train de les réunir. Ça prend un peu plus de temps, mais on travaille le cahier des charges en atelier avec tout le monde pour ensuite être sûr que tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut développer. On ne sait pas encore à quel point tout le monde va jouer le jeu, mais il y a quelques grosses institutions dedans, donc on peut s'attendre à ce qu'elles mettent un peu d'argent sur la table. Et ce sera toujours moins que si elles avaient dû développer toutes seules la fonctionnalité. Donc cette logique-là, elles sont de plus en plus réceptives. Ça demande un peu de temps et de travail d'organisation. Et par contre, en parallèle de ça, on a un club utilisateur depuis quasiment le début de l'utilisation de Decidim. Donc là, on vient de faire les 10e rencontres de ce club utilisateur. Selon les années, on en a fait une fois ou deux fois, 2 événements par an. C'est plutôt un rendez-vous où on parle des actualités, des problématiques qui ressortent dans cette communauté d'utilisateurs. Et donc parfois un peu de financement, de développement, mais on est plutôt sur quand même une strate un peu au-dessus de partage de bonnes pratiques, de problématiques. Et ensuite, on précise avec des ateliers dédiés. Et au niveau de l'État, qui sont les interlocuteurs? C'est la DINUM? C'est qui au niveau de l'État? Alors au niveau de l'État, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'estime que l'État a un peu fait les choses à l'envers à chaque étape. L'État a commencé à s'intéresser à ces sujets-là, pareil, 2015-2016. On se souvient de la loi Le Maire, qui était finalement une expérience pionnière et qui n'a jamais été égalée. Et à l'époque de la loi Le Maire, il y avait qu'une seule plateforme d'assez bon niveau sur le marché, qui était une plateforme propriétaire. Donc un peu par défaut, ils ont choisi cette plateforme, qui est devenue ensuite un peu une référence, puisqu'ils voulaient faire la même chose que la loi Le Maire. Il y a eu à ce moment-là une réflexion sur comment on fait pour faire émerger des solutions que l'État peut utiliser. Et il y a eu des discussions avec l'ancêtre de la DINUM et notamment l'équipe d'État Lab qui avait essayé d'organiser un peu ce tour d'horizon de ce qui existait. À ce moment-là, on était des acteurs beaucoup plus petits, tous, nous comme nos concurrents, et donc entre guillemets, on avait refusé de travailler gratuitement, c'est-à-dire de dire on va vous développer des trucs pour vous et puis peut-être qu'à la fin vous allez vous en servir. On a dit non, on peut pas survivre si c'est dans ces conditions-là. Donc ce qui avait été fait, c'est que la décision avait été un peu de laisser le libre marché se déployer et donc chaque administration faisait un peu ce qu'elle voulait. Il n'y avait pas forcément de centralisation du sujet. Et donc il y avait eu un certain nombre de discussions sur les critères qu'il fallait mettre autour de ces plateformes pour pouvoir les homologuer ou les faire valider par l'État. Et il y avait eu évidemment un grand débat sur est-ce qu'il fallait que ce soit forcément des logiciels libres ou pas. À l'époque, étant donné qu'il y avait que nous qui faisions du logiciel libre, on n'avait pas gagné cette bataille-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que progressivement, l'État s'est retrouvé à faire appel régulièrement à des plateformes et donc à devoir se poser à chaque fois la question de mutualiser, de rationaliser, d'apprendre des expériences précédentes. Et donc, il y a une structure qui s'est développée, qui s'appelle le Centre interministériel de la participation citoyenne, le CIPC, et qui a eu vocation à la fois à accompagner les administrations de l'État sur la conception de démarches participatives et aussi, du coup, sur le choix d'outils numériques adaptés. Donc, il y a eu une sorte de catalogue des outils qui existaient. Et puis, progressivement, ça a convergé vers l'idée que nous, évidemment, on défendait depuis assez longtemps, d'avoir un accord cadre, un marché public, en fait, officiel, pour ne pas dépendre de solutions de dernière minute et pas forcément très transparentes de recours à ces outils-là. Et donc, il se trouve qu'en 2021, il y a finalement eu un accord cadre avec 4 attributaires, dont on fait partie avec 3 autres éditeurs. Et la logique, c'était une logique un peu de ce qu'ils appellent le tourniquet, c'est-à-dire qu'une plateforme sur 4 est gérée par chacun des acteurs. Et ça, c'était donc le contexte jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas énormément marché aussi parce que peut-être la période n'était pas très propice, il y a eu moins de démarches participatives au niveau de l'État. Et surtout, on s'est aperçu là récemment, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une application qui s'appelle Agora qui a été lancée par l'État, qui est gérée par ces mêmes équipes du Centre interministériel de la participation et de la DINUM, etc. Et qui du coup est une forme de recentralisation de la participation citoyenne avec un outil développé par des prestataires informatiques de l'État, pour l'État, et donc finalement il y a de moins en moins de chances qu'il y ait un recours à des plateformes qui pourtant sont lauréates d'un appel d'offres. C'est un peu bizarre parce que cette décision-là qui conduit à ce qu'il y ait un outil nouveau géré par l'État, ils auraient dû, à mon avis, la prendre il y a 6 ou 7 ans. Ils l'ont pas fait, ils ont laissé plusieurs structures se développer.
les ont fait rentrer dans un jeu de marché public, et au final, c'est pour casser le marché public aujourd'hui, presque. En tout cas, sur l'utilisation des plateformes, c'est un peu paradoxal. Nous, on a toujours dit depuis des années, notamment en comparant avec ce qui était fait à Barcelone, et d'une certaine manière, ce qui a été fait par la Commission européenne, on a toujours dit que l'État français avait fait les choses à l'envers et que ça nous satisfaisait pas vraiment sur le plan intellectuel et sur la logique de cette communauté qui est si riche et si intéressante autour de Decidim. Ça a coûté beaucoup d'argent public, sans doute, au fur et à mesure, et ça n'a pas vraiment permis d'améliorer des logiciels existants qui soient des solutions libres et qui bénéficient à tout le monde. Si maintenant on passe sur Open Source Politics, Ouais. Votre modèle économique, c'est de faire de la prestation de services autour des CD, mais aussi de faire donc du développement générique ou spécifique autour d'Open Source Politics. C'est bien ça? Enfin, en partie, je ne sais pas si vous avez d'autres activités autres que Decidim d'ailleurs. Ouais, donc nous en fait, effectivement, notre modèle économique est fondé sur des prestations, donc de l'apport de compétences, qui sont soit d'ordre technique, soit d'ordre finalement conseil stratégique. Et donc sur le volet technique, il y a toute une palette. On peut aider des gens à installer des CDIM, on peut le gérer pour eux, on peut le maintenir, l'adapter graphiquement, fonctionnellement, avec des développements spécifiques. C'est assez rare, même si ça nous arrive, c'est assez rare qu'on fasse nous-mêmes des développements sur des CDIM parce qu'ils nous intéressent. Parce que en gros, notre modèle économique, c'est pas ça, c'est de trouver des clients qui ont besoin de quelque chose et de le développer pour eux ou de le faire développer par d'autres à travers nous. Donc ça, c'est pour le volet technique. Et puis pour le volet conseil, du coup, ça va de la conception des démarches, la formation des administrateurs de plateformes, l'animation d'ateliers, la restitution à travers des synthèses, voilà, le suivi méthodologique. Il y a toute une palette, et puis c'est un peu à la carte en fonction des besoins des collectivités, de leurs ressources internes ou pas, etc. Et puis petit à petit, donc effectivement, pendant un temps, au début, on a utilisé plusieurs logiciels que j'ai mentionnés, puis très vite Decidim s'est imposé, donc ensuite on a fait que du Decidim. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que Decidim n'avait pas vocation à répondre à tous les besoins, et donc on en a utilisé d'autres. Donc on a déployé une expertise sur d'autres logiciels de participation citoyenne qui existent, par exemple Police, qui a été utilisé initialement à Taïwan et qui aujourd'hui est à nouveau utilisé assez largement. Ces dernières semaines, notamment en ce moment en Finlande, ou Terra Nova, le think tank, est en train de l'utiliser en France pour une consultation sur la police. Donc ça, c'est un logiciel sur lequel on a aussi des compétences. On a rajouté une compétence autour de Metabase, qui est un autre logiciel libre qui permet de faire de l'analyse de données. Donc nous, on analyse les données de Decidim à travers ce logiciel de manière assez puissante, et potentiellement, on peut analyser d'autres données. Là, pour une des démarches qu'on a dû faire, il y avait un besoin très très poussé en termes de questionnaires et des paramétrages qui ont fait qu'on a privilégié l'utilisation de l'AIM Survey. Donc en fait, nous, notre métier, c'est de maîtriser des logiciels libres, orientés vers des besoins d'acteurs publics ou d'acteurs centrés sur les communs, et de proposer toute une palette de services techniques et méthodologiques pour le meilleur usage possible de ces outils. Et si possible, aussi l'interaction communautaire autour. On commence à travailler sur d'autres logiciels qui n'ont rien à voir avec Decidim, qui veulent s'inspirer de la communauté de Decidim, par exemple. Donc vous avez à un moment, tu as dit que vous faisiez développer. Est-ce que ça vous arrive de faire financer, par exemple, par les gens de Decidim directement des fonctionnalités? En fait, ce qui se passe, c'est que donc aujourd'hui, dans la communauté Decidim, il y a entre 5 et 10 entreprises qui généralement sont plutôt des entreprises techniques, de dev, et qui ont parfois un petit peu de compétences méthodologiques en plus, mais finalement le caractère hybride d'Open Source Politics c'est assez rare. À l'inverse, il y a beaucoup de cabinets de concertation qui existent, mais qui n'ont pas de compétences techniques sur les outils. Donc vraiment, cette dualité est assez rare, y compris au sein de la communauté Decidim. Et donc nous, ça veut dire qu'on n'est pas forcément l'équipe de dev la plus puissante de cette communauté, parce que par moment, il y a soit des choses très très poussées, très techniques, qui vont toucher vraiment au cœur du logiciel, et donc là, il y a une logique à ce que ce soit les mainteneurs principaux du logiciel qui le développent à travers nous, donc sous forme de sous-traitance. Et puis ponctuellement, nous, simplement parce qu'on n'a pas assez de temps, ou trop de contraintes, ou alors qu'on doit travailler à partir d'un module qui a été développé par la communauté, et qu'on doit un peu le modifier, l'améliorer, l'adapter. Bon, il n'y a pas de logique à ce qu'on prenne en main le module et qu'on change, et qu'ensuite on gère la maintenance du module. Il vaut mieux que ce soit l'entité qui a développé le module, finalement, qui continue de l'améliorer à partir de notre cahier des charges. Et il y a une bonne entente, une bonne communauté de tous ces prestataires Decidim. Ça arrive assez régulièrement qu'on fasse développer des choses par d'autres. Mais on les a définis ensemble.
C'était une de mes questions suivantes qui était, si vous développez, des fonctionnalités pour le cœur de l'outil, comment se passe la maintenance? Est-ce que c'est vous qui devez vous engager à faire la maintenance ou est-ce que à partir du moment où c'est rentré dans le cœur de l'outil, la maintenance, elle est faite par les mainteneurs communautaires d'outils? Si c'est dans le cœur, c'est maintenu par les mainteneurs. Si c'est un module externe autorisé mais pas dans le cœur, c'est à nous d'en assurer la maintenance. Et donc là, il y a une nouvelle version de Decidim qui sort. Alors les modules que vous avez développés, vous les mettez à jour au fur et à mesure des demandes des clients, par exemple? Vous engagez pas à ce que, à chaque nouvelle version de Decidim, tous les modules soient mis à jour, automatiquement? C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Effectivement, la master de Decidim, pendant très longtemps, a eu tendance à évoluer très très vite, donc beaucoup trop vite pour que nous on suive le rythme. Et donc ce qu'on faisait, c'est que 1 à 2 fois par an, on attendait qu'il y ait une version un peu plus majeure et on rattrapait 3 ou 4 versions d'un coup. Et ponctuellement, si on avait besoin d'une fonctionnalité, on pouvait la backporter et la réutiliser dans une version inférieure. Mais en général, on attendait plutôt ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un profond redesign qui n'avait jamais eu lieu depuis la création du logiciel, qui a pris presque 1 an et demi, qui est en train de sortir là, à l'automne 2023. Tous les composants de Decidim ont été redesignés, donc sur le style. Et donc, ce qui fait que pendant plus d'1 an, toutes les évolutions fonctionnelles qu'on proposait ont été figées, ne sont pas rentrées dans le cœur. Donc, il y en a beaucoup qui ont été développés comme des modules. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'après la 0.28, donc cette version de redesign, il y aura une 0.29 qui va réintégrer des modules, enfin réintégrer dans le cœur beaucoup de choses qui ont été développées en module, mais qui intéressent le cœur. Et donc là, il y a cet enjeu un peu stratégique. Et donc nous, effectivement, une fois qu'on a défini qu'il y avait une version un peu de référence à laquelle on voulait passer, ce qu'on fait, c'est que effectivement, on a ce rôle-là, ce travail de mettre à jour les modules spécifiques de nos clients. Et donc nous, on a une version de référence aussi chez nous de Decidim. Et donc ça a été un travail qui s'est fait avec le temps, parce qu'on a appris à faire en fur et à mesure. Au départ, Decidim était évidemment beaucoup moins complet, donc il y avait quasiment une version par client, ce qui était très vite ingérable pour nous. Donc on a eu cette logique de se créer cette version de référence, et aujourd'hui 80% de nos clients utilisent cette même version, donc on peut plus facilement les monter de version, puisque finalement il y a assez peu de modules externes. Et à l'inverse, du coup, on a quand même une quinzaine de clients qui ont des versions très spécifiques de Decidim. Et ça, on est obligé de mettre à jour chacun de leurs modules spécifiques au moment de les monter de version. Et on est quand même un peu obligé de le faire, donc il y a quelques clients qui peuvent être un peu en retard, mais globalement, la logique, c'est que tout le monde monte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait que depuis vraiment 1 ou 2 ans maximum, c'est qu'on commence à distinguer le coût de maintenance pour ceux qui sont sur une version standard et ceux qui ont de la customisation, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on arrive assez facilement à faire financer le développement d'un logiciel, d'une fonctionnalité en plus, surtout si elle est vraiment demandée par le client. Mais par contre, le coût de maintenance derrière, il a du mal à l'accepter. Et donc, il y a 2 manières de faire. Soit on fait monter le prix du développement initial pour anticiper une maintenance un peu plus longue, soit on arrive quand même à faire augmenter le prix de la maintenance. Donc c'est un travail qui est en cours. C'est pas toujours simple parce que comme on dépend souvent de marché public, on est engagé parfois sur assez longtemps par nos prix. Mais il y a bien cet enjeu-là, effectivement, d'assurer la continuité de la master à travers les mainteneurs officiels et des modules complémentaires. On va arriver sur la fin de l'entrevue. Je voudrais te demander, d'après toi, quels sont les grands défis de Decidim dans les années à venir? Bon, il y en a un dont on a déjà discuté, hein, c'est qu'il faut quand même que la pérennité du logiciel soit assurée, donc notamment son financement, sa pluralité de sources de financement, qu'il y ait toujours de plus en plus d'acteurs autour de la table. Ça, c'est important. Il y a un deuxième volet qui est le fait qu'aujourd'hui, Decidim, du fait de sa modularité, du fait que des gros cerveaux aient réfléchi à ce qu'il fallait mettre dedans, il y a un outil qui est un peu complexe. En termes d'accès grand public, c'est compliqué s'il faut cliquer sur plusieurs pages, lire des choses, puis accéder. Il y a toujours beaucoup d'informations sur les écrans. Il faut se créer des comptes avant de participer, etc., etc. C'est pas forcément à jour des attentes aujourd'hui d'un certain nombre d'utilisateurs qui ont l'habitude d'avoir des interfaces beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus simples, qui vont peut-être moins loin dans ce qu'on peut faire, mais qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Et donc ça, il y a un enjeu de simplification de Decidim sans renoncer à sa capacité à générer des discussions complexes. Et donc ça, c'est très difficile. Mais nos clients s'y attaquent parce qu'ils ont des besoins très précis maintenant. Et donc vraiment, on travaille dessus. L'ergonomie globale du logiciel. Et puis, je pense qu'après, il y a toujours évidemment un certain nombre de fonctionnalités qu'on peut rajouter pour faire plus de choses différemment, avoir encore plus d'options de vote, encore plus
de manière de s'associer à des projets, etc. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est à la fois de voir comment Decidim peut dialoguer avec d'autres outils. Donc aujourd'hui, il y a une API ouverte qui permet de récupérer de la donnée de Decidim, mais il n'y a pas encore d'API entrante qui permet de récupérer quelque chose, par exemple sur un système d'information cartographique, et de le réintégrer dans du Decidim. Et ça, c'est un développement qui commence dans la communauté pour essayer d'avoir un peu une sorte de middleware qui va se mettre entre Decidim et d'autres services. Ça, c'est un chantier important. Et puis, bon, bah évidemment, il y a tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, qui, mine de rien, a un impact assez fort sur ce secteur d'activité-là, puisqu'à partir du moment où on va collecter beaucoup de matière, il faut l'analyser derrière. Et donc, il y a d'une part un usage assez évident de synthèse qui va venir de l'intelligence artificielle, et puis il y a d'autre part sans doute des assistances à la génération de propositions ou de contenus sur Decidim qui peuvent aussi venir de là. Pour l'instant, il y a par exemple une fonctionnalité qui permet de comparer des propositions avec les propositions qui ont déjà été déposées sur le même thème. Et donc pour l'instant, c'est quelque chose d'assez basique qui est fait sur des mots-clés. Mais à l'avenir, on peut imaginer que on soit un peu guidé dans notre rédaction de contribution par ce qui se trouve déjà dans le corpus ou par des aides sémantiques, etc. Il y a aussi le fait que de plus en plus, il y a des attentes autour du fait de pouvoir déposer une contribution orale ou vidéo et qu'elle soit automatiquement traduite dans le logiciel par écrit, dans une ressource exploitable ensuite pour l'analyse, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et d'une certaine manière, c'est un problème qui va toucher toutes ces technologies. Il y a aujourd'hui un constat qui est que, en dehors peut-être des pétitions qui, sur un coup d'actualité, peuvent générer une forte traction. Donc nous, par exemple, une des dernières grosses pétitions qu'on a connues, c'est la pétition qui demandait la dissolution de la Bravem, cette brigade d'intervention qui fait parler d'elle pendant les manifestations contre la réforme des retraites. On a eu 250 000 signatures en une semaine ou 10 jours. Donc on voit qu'on peut faire un peu de volume avec des outils comme ça. Mais c'est vrai que l'exercice des budgets participatifs, l'exercice des consultations publiques en général, on est limité à quelques pourcents de la population qui participe malgré les efforts de communication importants. Et donc aujourd'hui, c'est malheureusement pas encore des outils qui sont massivement adoptés. Et c'est sans doute parce qu'il faut franchir cette barrière ergonomique pour toucher un peu davantage de monde. Et donc voilà, ça c'est vraiment un enjeu important pour l'avenir. Je voudrais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot à faire passer avant qu'on se quitte ? Oui, je pense c'est vraiment le message de notre communauté du logiciel libre et notamment celui qui est utilisé par des acteurs publics. C'est que c'est important que l'argent public finance du code public. Et donc ça c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer très largement autour de nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'institutions qui se rendent compte que c'est quelque chose de stratégique, d'important. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à relayer aussi ce message qui est porté par de nombreuses autres organisations à l'échelle européenne et qui est important. Voilà, il faut prendre soin de ces logiciels pour qu'ils puissent continuer d'exister. Ça fait un très bon message de fin. Je suis ravi d'avoir pu faire cette entrevue avec toi parce que c'est un sujet très important que, tu vois, moi-même, je connaissais pas du tout ou je m'étais pas du tout intéressé à ces sujets, alors que c'est éminemment important, surtout dans l'état actuel de nos démocraties, quoi. Donc c'est vraiment très, très intéressant. J'espère que ça a plu aux auditeurs et aux auditrices. Et si c'est le cas, alors surtout, voilà, partagez-les encore une fois, comme d'habitude, autour de vous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur les plateformes pour être au courant des prochains épisodes. Encore une fois, j'ai des épisodes très différents qui vont arriver dans les semaines et mois à venir. Donc, ce sera un grand plaisir de pouvoir vous les proposer. Valentin, écoute, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Et puis, au plaisir de se reparler peut-être dans quelques temps pour voir où est-ce qu'on en est sur Decidim et sur Open Source Politics. Merci Walid pour l'invitation et à bientôt. Au revoir.